Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre émission musicale Mélodie Nocturne. Ce soir, je voudrais vous parler d'un artiste particulier. Ce serait vraiment dommage que son look de rockstar et son exubérance apparente nous fassent oublier à quel point il est un musicien merveilleux, un musicien d'inspiration, un musicien de générosité et qui vient de nous offrir un disque qui m'a totalement subjugué, un disque qui s'appelle Roots, Racines, un carnet de voyage qui a été conçu, figurez-vous, quand vous étiez enfermé. Bonsoir Nemanja Radulovic. C'est bien ça, Roots, vous l'avez conçu, pensé quand vous étiez enfermé chez vous, comme nous tous d'ailleurs. Oui, c'est ça. Pendant le premier confinement, l'idée m'est venue. Et par la suite, voilà, ça s'est développé. Vous aviez tellement envie de voyager que ça, c'est ça, vous étiez enfermé. C'est ça. Et puis surtout, j'ai découvert et redécouvert la musique du monde qui ne fait pas forcément partie de mon quotidien. Et du coup, voilà, je me suis plongé, j'ai voyagé grâce à la musique. Alors, on vous connaît dans Brahms, dans Tchaïkovski, dans Bach, évidemment. Et là, je pense que vous allez surprendre quelques-uns de vos fans mélomanes. Je vous propose d'écouter un extrait très joyeux, très vivant, finalement, comme vous. Ah. Alors, racines sont évidemment vos racines, on entend les Balkans. Vous venez d'où exactement? Oui, alors j'étais né en Yougoslavie à l'époque. Aujourd'hui, c'est la Serbie. Et oui, les racines sont très importantes, je pense, dans la vie de chacun. Mais grâce à la musique et grâce voilà, à la passion que j'ai, c'est vraiment la rencontre de différentes cultures. Et finalement, on se rend compte qu'on prend des racines un peu de partout grâce à la musique. Alors, vous jouez avec un ensemble incroyable qui s'appelle Double Sens, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous le présenter un petit peu? Alors, Double Sens, il a été créé un peu plus de 10 ans. En fait, c'était la rencontre entre mes amis que j'ai eus en Serbie avant d'arriver en France et par la suite les amis en France. Et donc, je voulais combiner les deux cultures de façon différente de jouer. Et puis, surtout... voilà, d'essayer de faire ce mélange des personnes que j'aime beaucoup comme ma famille. Mais ceux qui sont vos fans, qui aiment aller vous voir au Théâtre des Champs-Élysées, où vous serez d'ailleurs le 15 prochain, oui. Concert que je vous conseille, est-ce qu'on vous a pas dit « Non, mais c'est pas sérieux, tu vas perdre ton public, ne fais surtout pas ça ». Est-ce qu'on vous a conseillé comme ça ou vous n'écoutez pas les conseils? Non, en fait... j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Patrice Fontana-Rosa au conservatoire et de travailler, voilà, et de travailler également avec Marielle Norman qui m'ont toujours parlé de la liberté d'expression et puis surtout de faire des choses qu'on sent. Vous savez, les Gitans, quand ils trinquent, ils disent « Sastipentali », ce qui veut dire la santé et la liberté. La liberté, c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Ben, je pense pas seulement pour les artistes, mais en général, on se sent le mieux quand on est libre. Je voudrais vous montrer un musicien libre. Oui. Un musicien qui vient des Balkans, oui. Qui ne sait pas jouer de violon, oui. Et qui est un génie. Ah ben... Le Taraf de Haïdouk. Ah.
c'est Nikolai Neaksou, c'est un personnage extraordinaire. Vous le connaissez, je crois. Ben, en fait, j'avais une fois l'occasion de voyager avec eux à Tokyo, de Paris. Et en fait, ils ont sorti les instruments pendant le vol. Et c'était un des meilleurs vols que je vais garder en souvenir. Qu'est-ce que c'est de particulier, cette approche qu'ont les Roms, les Tziganes avec le violon et avec la musique, cette émotion? Ben, en fait, moi, je suis toujours touché. Il y a une sincérité incroyable, que ce soit dans la tristesse ou que ce soit dans la joie, dans l'émotion. Ils sont toujours sincères, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils vivent le moment présent. Et ça, c'est extraordinaire pour la musique live. Alors, vous qui êtes dans un des grands de la musique classique, vous savez que, en fait, Bartók, tous, ils ont tous pompé, mettez-moi l'expression, sur la musique tzigane aussi, quand ils font de la musique classique, n'est-ce pas? La frontière n'est pas si claire. Oui, c'est ça. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouverture et on est beaucoup plus libre, et les musiciens classiques et puis d'autres styles de musique pour s'inspirer des différents genres, mais de ne pas séparer ces musiques-là, de ne plus les séparer. Je voudrais vous faire écouter un document absolument exceptionnel. C'est une interview de 1973 du merveilleux Bruno Mont-Saint-Jean, qui nous regarde peut-être, à qui on doit tant, violoniste et producteur de télévision. Écoutez ce qu'il dit pour la rencontre, sa première rencontre avec les Tziganes. Lui qui était le grand violoniste Yehudi Menuhin. Écoutez ces mots et vous réagirez après. Oui. J'étais bouleversé. Tout au monde s'est ouvert devant moi. J'ai toujours aimé la nature, mais je ne connaissais pas cette nature extraordinaire et violente reflétée dans la musique d'un violon. Comme les Tziganes ont pu imiter tous les sons qu'on entend dans les montagnes, dans les Alpes carpathiennes, n'est-ce pas, de la Roumanie. Les sons des oiseaux, les sons du vent, le chant de la voix humaine, le vibrato. Quand j'ai entendu le tzigane pour la première fois dans un tout petit café dans la campagne, et j'ai entendu ces oiseaux qui faisaient le tout haut sur la chanterelle, je savais que je ne pouvais jamais imiter cette musique. Ah non, mais c'est exceptionnel. Ce qu'il dit est tellement vrai, parce que c'est ce que la musique, à mon avis, doit faire, qu'elle soit écrite par des compositeurs ou qu'elle soit improvisée ou qu'elle soit la musique du peuple. Il faut qu'elle raconte une histoire ou qu'elle reflète ce qu'on vit, que ce soit la nature, que ce soit l'amour, que ce soit un discours entre deux personnes ou la rencontre. Bien sûr. Voilà, Quand il parle du bruit de la nature et des oiseaux et de ce que dit la musique. Une fois que vous avez fait ce travail sur... Alors, je voudrais dire que d'abord, il n'y a pas que les Balkans. Il y a le Japon, il y a l'Inde, vous avez fait tout un voyage, n'est-ce pas? Oui. On a ouvert le disque avec le pays d'où je viens, avec la Serbie. Mais après, c'est vraiment le voyage dans 22 pays. Voilà, il y a eu beaucoup de découvertes pour moi, comme l'Inde, le Japon. Alors, la technique est différente. Vous avez même désaccordé votre violon ou l'accordé différemment? Pour l'Inde, oui, le violon, il est toujours accordé sur le sort et la mi. Oui, c'est la base. Voilà. Et pour l'Inde, j'ai accordé mon violon sur 4 sols. Ce qui fait des doubles... Oui, ça fait en fait l'unisson, enfin le son est uni, 2 voix sont exactement les mêmes, sauf qu'on entend 2 voix. C'est comme les chants indiens. Quand vous êtes revenu à Bach ou à Schubert ou à Tchaïkovski, est-ce que votre manière de jouer Bach avait changé? D'avoir été je dirais peut-être qu'il est plus libre, il est plus simple. On écoute Nemanja Radulović en train de jouer Bach.
faites partie de ces musiciens qui n'aiment pas s'écouter ou... Enfin, j'écoute quand... Oui, Votre réponse est éloquente. J'écoute ou quand je fais des disques, quand il faut monter les prises, oui, j'écoute. Là, c'était évidemment. 2018, fête de la musique. Oui. Vous ne vous souvenez pas? J'ai mis du temps à me rappeler. Oui. Dans cette émission, il y a une petite surprise. Ce sont les questions des gens qui vous connaissent bien pour qu'on apprenne nous-mêmes à vous connaître un peu mieux. Et j'ai demandé à quelqu'un qui vous connaît très bien et qui joue depuis très longtemps avec vous. C'est une pianiste, évidemment. C'est Laure Kahn qui va vous poser une question comme seule elle pouvait poser. Alors, Nemanja, en presque 20 ans d'amitié et de concerts ensemble, on a eu le temps de se poser beaucoup de questions et on a déjà pas mal de réponses. Néanmoins, j'ai un concert là dans 2-3 heures. Et, du coup, je réalise qu'il y a 2-3 petites choses que je vais faire avant d'entrer sur scène. Et je trouvais cette question intéressante pour tes fans, de nous dévoiler un peu ton rituel les jours de concert, en tout cas une partie de ton rituel. Hein. T'es pas obligé de tout nous dire. Mais voilà, il y a des choses qu'on fait par habitude ou par superstition, parfois les deux d'ailleurs. Et c'est une partie un peu secrète que le public ne connaît pas. Et voilà, ce serait sympa de nous donner un peu accès à ta préparation avant d'entrer sur scène et de nous dire aussi quelle est la première chose que tu fais en sortant de scène, la toute première. Oui, Laure, elle connaît déjà les réponses, mais je vais... Et pas non. Je vais les dire quand même. Le matin, en fait, il y a toujours la répétition générale. Donc, je prends un bon café, je fais la répétition, je ne mange pas les jours de concert, je mange surtout après. Et puis, j'aime bien arriver entre 1h30 et 1h avant le début du concert pour pouvoir m'échauffer, ensuite me préparer les 10 dernières minutes. Dans le calme, j'essaye de travailler un peu mon vibrato, de l'intonation. Vous restez tout seul ou il y a des témoins Tout dépend. Quand je joue avec orchestre, je suis tout seul. Mais quand je joue avec double sens, par exemple, ou avec Laure, on passe beaucoup de temps et même la journée, on passe ensemble. Alors, il y a quelqu'un, vous avez parlé tout à l'heure, c'est Patrice Fontana-Rosa qui a été votre professeur. Et je vous propose d'écouter aussi une question de Guillaume Fontana-Rosa, Je m'attends au pire. qui est cette personne, musicien évidemment, violoniste, qui vous a fait un petit peu découvrir cette musique du monde. Guillaume, c'est à vous. Nemanja, bonjour. Je sais que le chant a une importance particulière dans ce que tu écoutes. Et j'aurais voulu que tu nous parles de ces voix, qu'elles soient classiques, pop, traditionnelles, et de la manière dont elles influent sur ta vie de musicien. Je me rappelle également qu'il y a quelques années, tu avais terminé un récital au Japon en interprétant a cappella une chanson traditionnelle des Balkans, et que la salle avait été réellement impressionnée par ce moment et par la découverte de ta voix, de la qualité de ta voix. Alors, dernière question, est-ce que tu comptes renouveler l'expérience ? Alors, Nemanja, chanteur. Nemanja, chanteur, non, jamais. C'est vrai qu'au Japon, j'avais chanté. Le public avait l'air d'apprécier, mais moi, en fait, je me suis pas trouvé bon, en fait, dans ça. Je me suis pas trouvé à ma place. Et malgré que le chant soit quelque chose dans mon idéal, finalement, avec l'instrument, j'essaye toujours de me rapprocher d'une voix humaine. Et voilà, mais je chanterai. Vous vous souvenez de votre premier grand concert, de l'émotion de se dire « ça y est, là, je suis dans le monde qui me plaît » ? C'était le premier concert, tout simplement. Je me rappelle de la rencontre avec le public, la scène, la magie des regards entre la chef d'orchestre, c'était un orchestre de conservatoire. Et j'ai trouvé que c'était une boîte magique. En fait, je vous propose ce soir, et vous avez été d'accord avec moi, d'accueillir un musicien qui vient de faire un coup extraordinaire en rentrant dans le poste ultra prestigieux. Bonsoir Nathan Mirdel. Bonsoir, le poste ultra prestigieux de premier violonceau de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Son concours, c'est une période d'essai. Et à un moment, le chef vous a appelé et il vous a dit « Nathan, c'est toi ». Oui, on avait fixé une date à l'avance, à la fin de ma période d'essai justement.
Et donc à ce moment-là, notre maestro Miko Franck m'a reçu en compagnie de notre régisseur en chef. Il y avait aussi une membre de la représentation artistique de l'orchestre. Et voilà, donc c'est lors de cette conversation qu'il a annoncé ma titularisation. Rencontrer une star confirmée comme ça, est-ce que c'est dans un parcours d'un jeune musicien qui accède au summum comme ça, est-ce que c'est un moment important? Bah oui, ça me rend très heureux. Et je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune musicien qui se lance? En fait, on a eu l'occasion de faire quelques notes tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. On est artiste dès qu'on commence. Je trouve, on apprend des choses au conservatoire, mais en fait, plus on joue, plus on prend du plaisir. Et je trouve formidable, déjà, félicitations d'avoir ce poste-là. Je pense que je ne pourrais jamais avoir cette responsabilité d'avoir 100 musiciens sur... Parce que là, il faut expliquer aux téléspectateurs, être le premier violon solo dans l'orchestre, c'est vraiment, on est le diamant au sommet de la pyramide. C'est-à-dire que tout le monde regarde, c'est une responsabilité. Comment, vous arrivez à bien dormir? Oui, plutôt bien, ça va. Non, mais... Oui, c'est une responsabilité dans le sens où je pense que c'est très important de notre rôle de fédérer l'orchestre. Parce qu'évidemment, on a les parties solo à jouer. Quand dans une symphonie ou dans un poème symphonique, il y a tout un extrait au violon solo. C'est notre responsabilité de jouer, bien sûr, de jouer ça. Et en plus de ça, on a aussi une responsabilité de leadership, c'est-à-dire qu'il faut emmener l'orchestre avec soi. Je pense qu'après, c'est symbiotique aussi. Je pense que ça vient aussi de tout le monde, de tout l'orchestre qui arrive à partager avec moi aussi cette envie de jouer. Alors, pour fêter cette nomination prestigieuse, un Français cocorico, je vous ai proposé, un peu de manière très irresponsable, mais vous m'avez déjà pardonné, Nemanja, je vous ai demandé si vous vouliez bien jouer, tenir la main dans ce premier grand pas télévisuel, sa première télévision musicale à Nathan Myrdal, et vous m'avez répondu oui. Évidemment. Pourquoi vous avez dit oui? Parce qu'il y a plein de stars qui pourraient dire non, il n'est pas à mon niveau encore, on verra plus tard. Mais vous avez dit oui. Mais parce que je trouve qu'en communiquant à travers la musique, on arrive toujours à quelque chose de plus beau que de présenter ce qu'on fait d'habitude. Et puis des nouvelles rencontres, elles font toujours du bien. Donc pour la première fois, un duo tout à fait inédit. Merci de ce cadeau, Nemanja, parce que vous avez vraiment accepté immédiatement avec une gentillesse et une générosité. Merci Nathan Myrdal de nous offrir vos premières notes à la télévision. On s'en souviendra, Lina s'en souviendra. Vous allez nous jouer en duo, rien que pour nous, en exclusivité. Un duo de Shostakovich, le prélude pour deux violons. Et c'est ainsi qu'on va finir notre émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le jazz et je vous demande de communier, de participer à ce moment merveilleux de musique que nous ont offert un très grand violoniste et un futur très grand. Bonsoir. Très, très.